Bonjour et bienvenue dans cette vidéo consacrée au MH370. Alors, ce que je vous propose dans cette vidéo aujourd'hui, c'est de passer en revue tous les éléments qui sont régulièrement mis sur le tapis pour affirmer que le MH370 n'a jamais fait demi-tour et qu'il serait resté en mer de Chine et n'aurait jamais traversé la Malaisie. Comme vous allez le voir, ces éléments sont basés sur pas mal de choses, entre autres des témoignages, soi-disant des exercices militaires et tout un tas d'éléments que je vais vous exposer ici et que je vais, comme vous allez voir, déconstruire point par point de manière méthodique de façon à vous prouver que certains de ces éléments ne peuvent pas correspondre au MH370. Et ça, c'est tout simplement de l'analyse basique, comme vous allez le voir, et que ces témoignages, notamment, on arrive à leur faire dire plus de choses qu'il n'y paraît. Et vous allez voir que c'est très intéressant à constater. Alors, un des premiers arguments qui est régulièrement évoqué, c'est celui des exercices militaires qui avaient lieu dans la région cette nuit-là. Souvent évoqué notamment par Florence de Changy, notamment dans son livre, pourtant ces exercices n'avaient pas lieu à la date du 7 et du 8 mars 2014. La journaliste française nous parle de Cobra Gold et de Cop Tiger, deux exercices militaires qui avaient lieu dans cette période. Beaucoup de personnes lui font confiance en pensant qu'elle s'est suffisamment renseignée, que ce qu'elle affirme est donc vérifié et confirmé. Sauf que ça n'est pas exact. Alors, le premier exercice, qui est Cobra Gold 2014, avait commencé le 11 février 2014. Organisé par la Thaïlande, il consistait en un exercice d'assaut aéroporté en Thaïlande, dans le secteur de la base de Kok Katiam, Royal Thai Air Force Base, à Lopburi. On est ici à peu près à 900 km de l'endroit où l'avion a disparu. Et ça n'était pas du tout sur sa route non plus. Une deuxième partie de cet exercice consistait en un débarquement de troupes sur la plage de Ad Yoa, sur une île thaïlandaise, qui se trouve à 500 km du lieu de la disparition du MH370. Et cet exercice a pris fin le 21 février 2014, soit plus de 2 semaines avant le vol du MH370. Donc quand Florence de Changy parle de cet exercice militaire, soit elle n'a pas vérifié les dates, auquel cas c'est une faute journalistique, soit elle les a vérifiées, et alors elle sait pertinemment que ce qu'elle affirme sur ce point est faux. Et ça, c'est plus grave. Le deuxième exercice, souvent évoqué, c'est Cop Tiger 2014. Cet exercice se déroulait en fait en deux phases, qui avaient eu lieu à deux endroits différents. La première phase avait eu lieu sur la base navale de Changi, de Singapour, du 10 au 12 décembre 2013. Déjà plusieurs mois avant. Et elle était suivie d'une deuxième phase sur la base aérienne de Korat en Thaïlande du 10 au 21 mars 2014 pour sa partie aérienne. Donc à la date de la disparition du MH370, donc le 8 mars 2014, l'exercice n'avait pas encore commencé. On prétend souvent que l'US Air Force forcément était dans les parages, notamment avec des AWACS. En fait, l'US Air Force participait bien à cet exercice via le 14e Fighter Squadron de Misawa au Japon, qui avait été déployé avec plusieurs F-16C Block 50 spécialisés dans la mission de suppression des défenses antiaériennes et donc notamment des radars. Rien à voir avec le MH370. Comprenez par là la destruction à l'aide de missiles anti-radar AGM-88 ARM, mais pas avec du brouillage électromagnétique. L'US Air Force avait également déployé des avions ravitailleurs, mais pas d'AWACS. 76 avions participaient à l'exercice, parmi lesquels 10 F-15C et D américains, 15 F-16C. Il y avait également 6 JAS-39 Gripen thaïlandais, 6 F-5 Tiger, 5 Alpha Jet, 6 L-39 et un C-130. La République de Singapour avait déployé 8 F-16, 6 F-15 SG, 6 F-5 et un Gulfstream G550 qui assurait le rôle d'AWACS. Il est là l'AWACS qui participait à cet exercice Cop Tiger. Ça n'était pas un AWACS américain.
Et il y avait également un KC-135 singapourien. Le reste étant des avions plus de soutien et également des hélicoptères. Dans les jours qui ont précédé l'exercice, on pouvait en effet constater une activité aérienne militaire, mais assez limitée, dominée principalement par des passages d'avions de transport militaire. Une activité suspecte, selon Florence de Changy, comme elle l'explique dans son livre, paru en 2021. Elle affirme avoir identifié des C-130 Hercule, des C-5 Galaxy, des C-17 Globemaster III et des C-146. Un des C-17 aurait quitté le radar de Patutani à 23h35 et 35 secondes. 1 heure avant que le MH370 ne décolle. Ah oui, et pour Florence de Changy, ça paraît suspect, justement, à ce moment-là. Je vois pas trop le rapport. Elle laisse ainsi sous-entendre que c'est bizarre que cet avion ait quitté la couverture de ce radar. Mais il n'y a rien de surprenant. C'est vague comme description et on aimerait justement avoir un peu plus de détails, mais malheureusement, elle ne nous en donne pas. Mais à y regarder de plus près, il faut peut-être regarder où se trouvait le radar de Patutani, dont Florence de Changy nous parle, où elle y trouve une activité militaire américaine suspecte. Dans son ouvrage, elle nous dit que ce radar est situé au nord de Bangkok. Mais elle ne précise pas que c'est à plus de 800 km de la route du MH370. 800 km. Sachant qu'un radar de ce type ne peut avoir une portée que d'environ 350 km au mieux, vous comprenez pourquoi je suis assez dubitatif sur l'intérêt que peut apporter ce radar dans cette affaire. Pourquoi parler d'un radar qui ne pouvait pas voir le MH370 ? Si ce n'est polluer l'esprit du lecteur qui ne fera pas l'effort de rechercher où se trouvait ce radar, considérant que la journaliste donne ici une information pertinente, ce qui n'est pas le cas. Elle cite un avion AWACS singapourien dans son livre, mais à aucun moment elle nous dit à quelle heure cet avion serait passé par le radar de Patutani. Pourtant, elle donne une information précise de l'heure du C-17 dont on a parlé un peu plus haut. Pourquoi ne pas faire de même avec cet avion radar singapourien ? Peut-être parce que cet horaire ne serait suffisamment pas intéressant. La seule chose que l'on sait, c'est qu'il a été détecté dans les dernières 24 heures. C'est plutôt vague. Il est fort probable que cet avion rejoignait la base de Korat en prévision de l'exercice avant la fin du week-end, afin d'être déjà sur place dès le lundi pour commencer l'exercice. Une pratique courante dans ce genre de mise en place pour des exercices militaires. On a d'ailleurs des photos de spotters d'aviation qui avaient pris cet avion en décollage de Korat pendant l'exercice, notamment en date du jeudi 13 mars 2014. Un autre avion qu'elle cite comme troublant est le C-146A, parce que ce type d'avion est utilisé par le US Special Operations Command américain et qu'il permet de transporter des petites unités de type commando. Oui, mais pas seulement. C'est un avion qui peut se poser sur des pistes courtes. De même que l'on ne voit pas très bien le lien entre des commandos américains et le MH370, d'autant que son scénario n'y fait même pas appel. Mais cela permet de mettre une couche supplémentaire sur les Américains pour appuyer sa théorie. Elle cite aussi un C-130 enregistré à Miramar, en Californie. Miramar, pour ceux qui connaissent, c'est la base aérienne de Top Gun, dans le premier Top Gun. Alors oui, des C-130 Hercule du corps des Marines des États-Unis sont stationnés à Miramar. Et ils opèrent des missions de transport tout à fait classiques au profit des unités des Marines dans la région, puisque cela fait partie de leur zone d'intervention. Et il y a régulièrement des Marines justement déployés à Utapao, en Thaïlande, notamment pour l'exercice Cobra Gold, comme c'était prévu en 2014, où la base a servi à des unités aéroportées américaines qui décollaient de Utapao pour des missions quelques semaines plus tôt avant la disparition du MH370, mais pas la nuit du MH370. Il est tout à fait envisageable que du matériel était encore sur place et n'avait pas été encore fini d'être rapatrié à la fin de Cobra Gold, 2 semaines après. Cette base est d'ailleurs justement dans la couverture du radar de Patutani, dont nous parle Florence de Changy. Elle parle aussi d'un ravitailleur KC-135 Stratotanker. Oui, rien de surprenant non plus. J'ai dit, les Américains, ils ont participé
à cet exercice en envoyant également des ravitailleurs, mais il faut savoir que les avions qui sont déployés lors de ces exercices viennent pas forcément d'à côté, et ils sont souvent accompagnés d'avions ravitailleurs pour leur permettre de ravitailler en vol pour rejoindre justement leur destination quand les distances sont trop grandes. Ça leur évite de se poser partout. Toute cette activité, visiblement importante, puisqu'elle parle d'une présence massive, pour reprendre son mot, pourtant, il est parfaitement normal de voir ce genre d'avion à la veille d'un exercice militaire pour acheminer du personnel, mais également du matériel. Mais ce qui est intéressant de retenir ici, c'est que Florence de Changy nous parle de ce qu'un radar situé à 800 km plus au nord de la route du MH370 a vu lors des dernières 24 heures. Alors oui, ce radar était parfaitement bien placé pour détecter des avions militaires effectuant des rotations vers la base de Korat en Thaïlande, utilisée pour Cop Tiger 2 jours plus tard, puisqu'il est justement situé dans cette même région. Et encore, la base de Utapao est aussi à portée de ce radar. Donc, rien de surprenant à ce que l'on y voit des avions de transport militaire américains. Mais ce radar est situé beaucoup trop loin de la zone où se trouvait le MH370. À aucun moment, le MH370 n'allait pénétrer dans le volume de détection de ce radar au cours de son trajet vers Pékin. À aucun moment, il ne s'est approché de ce radar, même après son demi-tour. Ce radar n'apporte donc rien d'intéressant, à la différence de ce que peut nous dire Florence de Changy ou ce qu'elle veut nous faire croire. Tant qu'on est dans le domaine de l'armée américaine, on va parler maintenant du message de détresse qui aurait été entendu sur la base aérienne de Utapao à 2h43. Alors, l'origine de cette transmission est assez ambiguë. Alors, parfois, ça vient de l'US Army, dans d'autres médias de l'US Navy, mais elle aurait été évoquée pour la première fois dans un média chinois et transmise, d'après les médias qui en parlent, aux Malaisiens. Mais cette information n'a jamais été confirmée officiellement. Premier élément qui interpelle, c'est que aucun avion n'a entendu ce message de détresse qui aurait été émis sur la fréquence de détresse 121.5. Pourtant, tous les avions de ligne en vol veillent cette fréquence, de même que tous les centres de contrôle aérien. Ce qui pourrait expliquer pourquoi cette base l'a entendu. Mais dans ce cas, pourquoi n'y a-t-il que cette base aérienne militaire thaïlandaise qui l'aurait entendu ? C'est pas cohérent, il y en a d'autres qui auraient dû l'entendre. Mais faisons une rapide étude technique de ce que cet élément pourrait nous apporter. Les émissions radio se propagent en ligne droite et vont donc avoir une portée limitée au sol du fait de la rotondité de la Terre. Je simplifie un peu les choses ici. Par conséquent, si un message d'un avion en vol est capté par une antenne au sol, on peut déterminer que l'avion se situe à une certaine distance maximale de cette antenne. C'est le rond rouge que vous voyez sur cette image ici. Or, on constate que c'est la dernière position du MH370 est bien trop éloignée, mais il y a tout de même 1h20 d'écart et l'avion n'est plus à cet endroit, c'est plus la dernière position radar connue. Florence de Changy se sert de cette transmission radio pour appuyer le fait que l'avion aurait été abattu à ce moment-là. Mais si l'on regarde où elle considère que l'avion se trouve à cet instant, dans sa théorie, il approcherait de la frontière chinoise. Impossible pour la base de Utapao d'entendre un message avec un avion situé à une telle distance. D'autant que cela voudrait dire que l'avion aurait traversé tout le Vietnam sans être détecté, ce qui pour moi est impossible. Comme vous voyez, il faut analyser ces éléments de manière pragmatique pour se rendre compte de leur fiabilité. Parlons maintenant des débris satellites qui, pour certains, attestent que l'avion s'est bien écrasé en mer de Chine. Régulièrement évoqué, on parle notamment d'un satellite chinois qui aurait détecté 3 débris le lendemain de la disparition du MH370, donc au 9 mars, à 11h du matin. La localisation, on a une localisation qui est donnée, qui est précise. Alors, e-image, soi-disant publiée par SASTEND, qui serait l'administration des sciences et des technologies pour la défense nationale chinoise. Alors, ces débris
On a donc 3 dimensions qui sont relativement précises, ce qui est donné. Le premier fait 18 mètres par 13 mètres, le deuxième 19 mètres par 14 mètres, et le troisième 24 mètres par 22 mètres. Alors, pour Florence de Changy, la taille de ces objets est comparable à un Boeing 777. Si l'on compare à la taille d'un Boeing 777, qui fait 64 mètres de long et 61 mètres d'envergure, on pourrait se dire que oui, c'est cohérent et que ce qu'elle dit est tout à fait logique. En fait, pas du tout. Comment un Boeing 777 qui se serait écrasé en mer pourrait faire des débris d'une telle taille? Ça ne l'interpelle pas. De plus, trouvez-moi une pièce sur Boeing 777 qui ferait une telle longueur avec une telle largeur. Il n'y en a pas. Si l'on prend une des ailes qui ferait environ 25 mètres de long, la largeur est beaucoup moins grande et elle n'atteint pas les valeurs qui sont données dans les dimensions qui sont données dans ces images satellites. Encore moins dans le cas d'un crash en mer où l'avion se serait disloqué en des milliers de morceaux. Donc déjà, ces tailles de débris ne peuvent pas être en adéquation avec ce que l'on peut chercher. Les Chinois qui est la société en question, auraient attendu 3 jours pour les diffuser le 12 mars 2014. Puis les autorités malaisiennes ont affirmé que ces images ont été diffusées par erreur. Ce que certains s'empressent à dire, on met un petit peu tout ça sous le tapis. Mais ce que Florence de Changy ne dit pas, c'est que le gouvernement chinois avait publiquement démenti que ces images venaient d'eux, avant même que les Malaisiens n'en parlent. Il est ainsi facile de laisser entendre ensuite au public que les autorités cachaient des choses avec une telle situation. Aucun avion, ni aucun navire n'a trouvé ces débris. Et pourtant, les autorités ont bien envoyé des avions pour aller vérifier. Donc ils ont levé le doute, mais ils n'ont rien trouvé. Tant qu'on est sur les images satellites, on va parler maintenant des images de Tom Nod, qui a notamment été pas mal popularisé via le documentaire Netflix. Vous savez ce que j'en pense dans la vidéo que j'ai publiée sur la vidéo Netflix. Alors, dès le 10 mars 2014, ce qui est exact, c'est que la société Digital Globe, qui fournit des images satellites à haute résolution pour Google Earth et Google Maps, a lancé une campagne de crowdsourcing dans laquelle elle permettait à des internautes de participer à la recherche des débris du MH370 en mer de Chine, afin d'aider à la localisation du lieu de l'accident. Le serveur a d'ailleurs été tellement pris d'assaut que les connexions ont été souvent assez difficiles. Les internautes, sur des images référencées sous un type MAP et XXX, devaient sélectionner des options s'ils voyaient des débris, des traînées de carburant ou alors des radeaux. Donc, il y avait des options que vous pouvez cliquer. Le problème est que tout le monde y allait de son interprétation sur une simple perturbation sur l'image. Certains étant convaincus que ce qu'ils avaient trouvé provenait du MH370. Pourtant, la résolution des images ne permet pas d'identifier avec suffisamment de certitude de tels éléments. Mais le but premier n'était pas d'identifier formellement des débris, mais de pouvoir aider les autorités à chercher dans un secteur ou un autre. Jamais par le passé, le public avait été invité à participer à des recherches d'un avion disparu comme cela. Tom Nod se chargeait de faire remonter aux autorités malaisiennes les points d'intérêt relevés par les internautes. Le revers est que cela forçait les autorités à lever le doute sur ce que les internautes avaient vu ou pensaient avoir vu, alors que l'avion n'était plus là. Et ça, les autorités le savaient déjà assez vite. La série Netflix, consacrée au MH370, nous a présenté une personne qui aurait réussi à identifier des parties du Boeing 777, Cindy Hendry. Quand on compare les images satellites avec ce qu'elle dit représenter de l'avion, c'est totalement sidérant. Comment Netflix a pu juger de tels éléments viables pour pouvoir apparaître ici dans un documentaire, allant jusqu'à identifier des parties de Boeing 777 vues de face? Soyons sérieux un instant. Comment pourrait-on identifier un débris d'un avion de face sur une image prise à la verticale?
Rien que cela, c'est complètement absurde et ça suffit à décrédibiliser Netflix. Ou encore, cette image où Cindy nous dit voir un M, qui serait le M du mot Malaysia sur l'avion. Ou alors une partie du fuselage. Ce n'est pas sérieux. Et pourtant, Netflix en a fait une tribune mondiale de ça. C'est quand même assez étonnant. Bref, ces images satellites ont pas mal accaparé les autorités qui ont dû aller vérifier et perdre du temps alors qu'ils avaient déjà des éléments sur leur radar qui montraient que l'avion avait fait demi-tour et qu'il n'était plus là. Et donc vis-à-vis du grand public, ils étaient obligés d'aller chercher, de vérifier. On va maintenant parler des témoignages, parce qu'il y a pas mal de témoignages qui sont régulièrement évoqués pour attester que certaines personnes auraient vu le MH370. Vous allez voir que c'est bien loin d'être aussi évident que ça. Le premier élément, le premier témoignage qui est souvent évoqué, c'est celui de Mike McKay, qui était situé sur une plateforme pétrolière qui s'appelait Sangha-Mercure, située à l'est de la côte vietnamienne. Vous avez l'image ici. Dans son témoignage, alors, c'est un mail qui aurait été envoyé soi-disant à son patron, mais également aux autorités. On a une copie de ce mail. Alors avant de s'intéresser au témoignage, moi il y a des éléments dans ce mail qui m'interpellent et qui me fait me poser pas mal de questions sur la véracité de ce mail. Premièrement, on a la date, d'accord ? On a bien une date qui semble être du 12 mars 2014 à 6h24, qui c'est la date de ce mail. On a l'adresse mail de Mike J. McKay, @hotmail.com. Jusque-là, le nom, pas surprenant, ça semble correspondre. Quand on regarde les mails qui sont en dessous, foucaultctwr@gmail.com. C'est quoi cette adresse mail ? Attendez, on va y arriver, ça peut s'expliquer. Phu Quoc, en fait, c'est un terrain qui est situé au sud du Vietnam. Et le TWR pourrait être l'acronyme de Tour, Tower en anglais. Donc on pourrait se dire, ce mail est envoyé à la tour de contrôle de ce terrain de Phu Quoc. Sauf qu'il y a un élément moi, qui m'interpelle dans ce mail. Quand vous avez des mails officiels d'organismes de contrôle, ils finissent pas en gmail.com. Généralement, vous avez toujours des adresses qui sont des adresses fonctionnelles avec des noms de domaine qui sont des noms de domaine qui ne sont pas gmail.com. Vous allez plutôt avoir, comme le cas en France, aviation-civil.gouv.fr, mais pas du gmail.com. Ça, déjà, c'est la première chose qui m'interpelle. Pourquoi envoyer un mail à un tour de contrôle avec une adresse qui n'est pas avec un nom de domaine qui est correct ? Bon, peut-être que c'est le cas, mais c'est un élément qui m'interpelle. Ensuite, quand on regarde son témoignage, première phrase, déjà, il y a quelque chose moi, qui me titille un peu. Donc, il dit qu'il pense avoir vu l'avion tomber. Ok, mais c'est la deuxième phrase moi, qui m'intéresse. The timing is correct. The timing is right. Donc, le timing, donc l'heure, est correcte. Alors, c'est quoi le timing ? Comment on peut juger que ce qu'il nous dit là, l'heure est correcte ? L'heure est correcte, mais c'est quoi l'heure qu'il considère comme correcte ? Est-ce que c'est 1h10 ? Est-ce que c'est 1h20 ? 1h30 ? 1h40 ? J'aimerais bien en savoir un peu plus sur l'heure parce que ça serait intéressant de pouvoir comparer l'heure précise de son observation à là où pouvait se situer l'avion. Et là où, techniquement, du point de vue de sa vitesse, il aurait pu se trouver. Or là, déjà, vous voyez un premier élément qui fait que ce mail ne permet pas d'avoir une information suffisamment fiable, c'est qu'on ne peut pas juger si l'heure était réellement correcte. On est obligé de faire confiance à celui qui a écrit ce mail pour considérer que l'heure est correcte. Désolé, moi je ne fais pas confiance à une personne qui dit juste ça. Par contre, quelqu'un qui me dirait j'ai vu à 1h20, là je dirais ok, là il y a peut-être quelque chose qui est plus précis. On le verra sur un autre témoignage après. Donc ce témoignage, il nous vient de la station pétrolière, la plateforme pétrolière de Sangha-Mercure. Alors, il nous donne les coordonnées géographiques de son point d'observation.
Et ensuite, il nous dit clairement qu'il voit un avion, enfin ce qu'il pense être un avion, hein, en feu à haute altitude, sur un relèvement compas, c'est-à-dire la direction, entre 265 et 275 par rapport à lui. C'est quand même assez précis de nuit, d'arriver à donner on va dire un créneau de 10 degrés sur une observation de nuit au milieu de l'océan, où vous n'avez aucune référence visuelle, aucune lumière qui peut vous renseigner sur la direction dans laquelle vous regardez. 10 degrés de précision, moi je trouve ça quand même balèze de nuit. Et ensuite, il nous dit qu'il est très difficile de juger de la distance, mais qu'il l'estime entre 50 et 70 km par rapport à un relèvement compas 260-275. Ah, c'est plus 265, maintenant c'est 260. Bon, 5 degrés près, on va pas chipoter. Mais là, c'est la distance, moi, qui m'intéresse. Alors, ce qu'il nous dit, c'est que la distance, c'est difficile à juger. Alors, oui, je suis d'accord. De nuit, c'est très, très, très difficile de juger de la distance d'un objet. Qui plus est, d'un avion dont on verrait les lumières ou qui sera en feu. Demandez-moi d'évaluer à quelle distance se trouve un avion dont je vois la lumière. Très franchement, je serais incapable de vous le dire. De nuit, c'est impossible. Donc déjà, qu'il arrive à nous donner une fourchette de 20 km, entre 50 et 70 km, donc déjà, il était balèze pour vous donner un bon relèvement, mais alors là, une distance de nuit estimée à 20 km près, chapeau, il est balèze. Il est balèze. Voilà. Ce qu'il dit également, c'est qu'il apparaissait en un seul morceau. Alors, magnifique, c'est qu'un point qui voit entre 50 et 70 km, c'est un point. Donc c'est en un seul morceau. Il arrive à voir ça. Bon, en gros, il n'y a qu'un point. Alors, il nous donne des informations sur les courants, sur la direction du vent. Et il nous dit également que son observation a duré 10 à 15 secondes. Qu'il n'y avait pas de mouvement latéral. Pas trop à quoi ça correspond, cette description de mouvement latéral. Et que c'était relativement stationnaire par rapport à sa position. Ou que ça s'éloignait. Il arrive à voir ça de nuit. Balèze. Voilà. Donc, vous voyez, il y a quand même des éléments qui sont sur certaines personnes, dont Florence de Changy, utilisent ce témoignage pour dire qu'on a un témoignage qui est relativement précis. Moi, quand je regarde des éléments là, je dis, arriver à faire une observation de nuit comme ça, c'est totalement impossible. Mais ce n'est pas le seul élément qui fait que je mets clairement en doute cette observation. Si vous regardez, vous faites juste comme ce que j'ai fait là. Sur Google Earth, vous pointez la position de Sangha-Mercure, vous pointez le dernier point Igari. On va considérer que quand il dit que l'heure est correcte, c'est l'heure du dernier contact. Je suis obligé de faire cette supposition. 1h20. Et on regarde et on est à 585 km du lieu d'observation. Alors, on va faire un petit calcul très simple. Vous avez un site internet qui vous permet de mettre la hauteur de votre point d'observation. Vous avez ici 500 pieds, c'est-à-dire 150 mètres. J'ai pris une hauteur assez haute sur une plateforme pétrolière. Et un avion situé à 35 000 pieds, qui était l'altitude à laquelle a disparu le MH370. Et vous apercevez de quoi ? C'est que la visibilité géométrique, c'est-à-dire visuelle, on est à 412 km. Ça veut dire que, concrètement, au point Igari, l'avion n'était pas visible de la station de la plateforme pétrolière Sangha-Mercure parce qu'il était situé sous l'horizon. Donc, McKay ne pouvait pas voir l'avion à Igari. C'est techniquement impossible. Voilà. Mais autre élément qui peut être intéressant, c'est de mettre ça, justement, en corrélation avec ce que nous dit Florence de Changy dans son livre, parce qu'elle prend ce témoignage comme étant intéressant et qui atteste justement ce qu'elle peut dire. Sauf que il y a deux éléments qu'on peut rapporter sur ce témoignage-là. On a dit la direction, vous avez vu que la direction, c'est en gros dans le sud-ouest de la position de Sangha-Mercure. Si vous prenez déjà une position qui est dans le relèvement qu'il nous dit, 260 à 275, ça veut dire qu'on est plein ouest. Donc ça veut dire qu'on n'est pas à Igari. On est plutôt sur le début de la côte vietnamienne. Donc ça ne correspond pas à la dernière position de l'avion. Donc ça veut dire que ce n'est pas la même heure. Déjà, on va considérer ça aussi, si jamais c'était l'avion. Si jamais notre avion avait continué, j'ai estimé la position de l'avion à 2h40, s'il avait suivi la route de son plan de vol que vous voyez ici,
À 2h40, ce que nous dit Florence de Changy, c'est l'heure à laquelle l'avion aurait été abattu, eh bien en fait l'avion serait situé ici, avec la partie jaune comme vous le voyez, donc sur la côte est du Vietnam. Or, à 2h40, ce que nous dit Florence de Changy, l'avion serait à l'entrée de l'espace aérien chinois, puisque c'est la raison pour laquelle, soi-disant, les avions radar AWACS auraient dégagé pour ne pas rentrer dans l'espace aérien chinois. Donc déjà, vous voyez qu'au niveau de l'heure, 2h40, il y a quelque chose qui ne colle pas entre la position où aurait dû être l'avion sur son plan de vol et la position que prétend Florence de Changy. Mais ramenons cette position par rapport à la position de Sangha-Mercure. C'est là que c'est intéressant. Ça voudrait dire que si l'avion avait été abattu, comme le prétend Florence de Changy, à cet endroit-là, on est au plein nord de la plateforme pétrolière. Donc ça veut dire que le témoignage de Mackay, il ne devrait pas provenir de l'ouest, il devrait venir du nord. Mais alors là, on est à une distance encore plus élevée. Donc pour vous dire, à vue d'œil comme ça, on est à peu près certainement à 800-900 km facile. Donc c'est impossible de voir l'avion à cet endroit-là. Donc vous voyez qu'un témoignage, à partir des éléments dont on dispose de ce témoignage, si on les replace avec des faits et de manière rationnelle sur une carte comme ça, vous vous rendez compte que ça ne peut pas être cohérent. Ça ne peut pas être le MH370 que ce Mike Mackay a vu. Alors on dit souvent que ce Mike Mackay a disparu, qu'il a été licencié suite à ce mail, comme par hasard. Et ce Mike Mackay, on n'a jamais vu apparaître dans les médias. Jamais. C'est un mystère, c'est un homme fantôme. Et ce que nous explique Florence de Changy dans son livre, c'est qu'on sait où il habite. C'est intéressant, donc on pourra arriver à le voir. Eh bien non, il est en résidence surveillée, soi-disant, pour ne pas qu'il parle, pour ne pas qu'il dise ce qu'il a vu. C'est totalement aberrant. C'est totalement aberrant. On a le sentiment qu'en fait, une forme d'opacité est entretenue en fait sur cette personne. On ne sait pas si elle existe vraiment. Je vous l'ai dit tout à l'heure, le mail auquel ça a été envoyé, je me pose vraiment des questions. Créer une adresse hotmail toute faite pour créer un fake, c'est extrêmement facile. Donc, il est tout à fait possible que cette adresse mail de Mackay, en fait, n'existe pas et que ce Mike Mackay n'existe pas non plus. Donc, à l'heure actuelle, je n'ai aucun élément qui permet d'attester que ce Mike Mackay existe et que ce témoignage est vraiment correct. Déjà, dans ce que je viens de vous expliquer, vous vous rendez compte que dans ce témoignage, il y a quand même des coquilles. On continue avec d'autres témoignages visuels dans la région. Des témoins décrivent la présence inhabituelle d'un avion dans le golfe de Thaïlande. Des lumières blanches et un avion volant à basse altitude. Alors, Florence de Changy rapporte des témoignages recueillis au nord-est de Pantai Seberang Marang, sur la côte est de la Malaisie. Un bruit d'explosion ressemblant à un moteur d'avion à réaction aurait été entendu à 1h20 en provenance de l'île de Pulau Kapas par un groupe de 8 personnes qui était situé sur un banc à 400 mètres de la plage de Marang. Mais aucun n'a affirmé avoir vu d'avion. Ce qui est intéressant dans ce témoignage, c'est que si l'on replace la position du MH370 à 1h20, et c'est là que c'est intéressant, c'est que ce témoignage-là qui a été fait à la police locale, on a une heure précise, pas comme le mail de Mackay. Eh bien, 1h20, c'est l'heure de la disparition de l'avion. On sait précisément sa position, puisque l'information provient à ce moment-là d'un radar. Donc, on est à environ 200 km du lieu où ce bruit d'explosion a été entendu. Il est donc matériellement impossible que cela puisse correspondre au MH370. Non seulement il serait impossible d'entendre une explosion à 200 km, et encore moins le bruit d'un avion à réaction. Donc ce travail de vérification, pourtant, il aurait pu être fait facilement par Florence de Changy, comme je viens de le faire là. On a 1 heure, on regarde la position de l'avion à cette heure-là, c'est simple, c'est factuel. Elle rapporte également un autre témoignage d'un autre villageois qui s'appelle Mod Yusri Mod Youssouf, qui a 34 ans, et qui a affirmé avoir entendu aussi un bruit étrange, faisant croire apparemment pour lui à un tsunami qui arriverait.
Ben, on n'a pas plus de précision sur la position de ce témoin, si ce n'est qu'il n'était pas très loin de Marang. Donc ça pourrait correspondre à ce que les autres personnes auraient entendu. Mais ça ne peut pas être le MH370. Autre témoignage, celui d'un pêcheur de 66 ans, Azid Ibrahim, parlant d'un avion à basse altitude lorsqu'il était à 10 nautiques des côtes vers Kuala Besar, à peu près dans cet endroit-là, sous la couche nuageuse vers 1h30. Alors, selon lui, ces lumières étaient aussi grosses que des noix de coco. Okay. Vous savez bien que de nuit, on peut avoir des halos qui sont assez gros. De nuit, en effet, on a des projecteurs et donc ça peut, je suis d'accord, donner cette impression-là. Mais le premier élément qui m'interpelle dans ce témoignage, c'est la couche nuageuse. Quel nuage? Le ciel était dégagé cette nuit-là, à cet endroit-là, comme le montre l'image infrarouge qui a été prise à 1h32, c'est-à-dire à peine 12 minutes après la disparition de l'avion. Donc, ça correspond. Si on regarde la trajectoire du MH370 après son demi-tour, l'avion serait passé non loin de cette zone. Mais le témoignage de ce pêcheur ne précise pas dans quelle direction il a vu cet avion se déplacer. Pourtant, ça aurait pu avoir son importance. Pour ce qui est du fait qu'il ait pu être à basse altitude, là encore, j'ai des raisons d'être très dubitatif. La description ne donne pas suffisamment d'éléments pour caractériser ce que le témoin considère comme étant basse altitude. Si l'on part du principe que l'avion était vraiment bas et que c'était le MH370, cela voudrait dire qu'il serait descendu. Dans ce cas, la consommation en carburant aurait été beaucoup plus importante qu'à haute altitude, même s'il était ensuite remonté à haute altitude. Cela aurait engendré une consommation importante, puisque pour monter, on doit pousser les moteurs. Donc on aurait surconsommé. Et dans ce cas, l'avion n'aurait jamais pu tenir jusqu'à l'heure du dernier échange avec le satellite Inmarsat. Ça aurait été impossible s'il était descendu aussi bas. L'étude carburant de Patrick Blely, qui est ancien commandant de bord, montre que l'avion est visiblement resté à haute altitude pour pouvoir être encore au 7e arc à l'heure prévue. Donc cette observation à basse altitude, elle ne peut pas correspondre. Pourquoi descendre à basse altitude? Alors il a certainement vu quelque chose, ce témoin, mais ce n'était pas le MH370. Un autre témoignage rapporté par Florence de Changy, celui de Alif Fatih Abdoulado, 29 ans, faisant état d'une lumière blanche qui serait un avion qu'il aurait vu en descente pendant 5 minutes vers 1h45. Alors, si l'on compare au timing des données radar dont on dispose, 1h45, le MH370 était déjà bien à l'ouest de Kota Baru, donc plus vers l'intérieur des terres de la Malaisie. Et la direction est à l'opposé de ce que décrit ce témoin. Le témoin a fait un rapport auprès de la Malaysian Maritime Enforcement Agency, la MMEA. Ce témoignage a été repris par le Daily Express le 11 mars 2014. Il précise que cette lumière était typique de celle utilisée par les avions lors des phases de décollage et d'atterrissage. Alors, il faut faire remarquer que les avions de ligne allument leurs phares d'atterrissage passant 20 000 pieds, de façon à ce qu'on les voit mieux. Ça permet une meilleure détection visuelle de nuit et ayant habité longtemps sous les axes d'arrivée de Roissy, je confirme cette pratique. Mais se pourrait-il que l'avion observé soit un autre avion et potentiellement l'avion que l'on voit ici sur cette image tirée de Flight Radar? On pourrait dire que ça pourrait correspondre selon la trajectoire. Cependant, il s'agissait d'un vol situé au niveau 370, donc à haute altitude. Donc ça ne peut pas correspondre. Donc comme on le constate, ces témoignages donnent l'avion à des endroits très différents, à des heures différentes et sur des trajectoires différentes. Mais certains, comme Pantai Sebarang Marang, donc la ville de Marang, placent l'avion à un endroit incompatible avec une information qui est on ne peut plus fiable puisqu'elle provient des radars. Un témoignage doit toujours être corroboré par des faits. Alors, ces témoins sont de bonne foi, on ne peut pas mettre en doute leur témoignage, mais il faut parfois être prudent dans l'interprétation que l'on peut accorder. Florence de Changy relate ces témoignages pour apporter de l'eau à son moulin. Certes, elle précise les lieux, mais encore faut-il les identifier et les évaluer de façon à voir si ces témoignages sont vraiment utiles et si ça peut correspondre. Or, elle ne fait pas ce travail, laissant le lecteur lambda se faire une idée et se laisser ainsi influencer.
alors que plus de 90% d'entre eux, moins des lecteurs, n'ira pas vérifier davantage l'information qu'on leur donne. C'est pour ça que je vous donne ces informations-là, de façon à ce que vous puissiez vous faire une analyse un peu objective. En tout cas, c'est une façon de noyer le lecteur, et donc les auditeurs, avec plein de témoignages pour accréditer ces dires, pour qu'au final, ils finissent par se dire « ça fait pas mal d'éléments pour appuyer ce qu'elle dit, donc c'est crédible ». Ben non, comme je viens de vous prouver ici. Autre témoignage qui est régulièrement évoqué, notamment encore par Florence de Changy, celui de Christian Courcelles, qui est un Canadien qui justement vivait au Vietnam à ce moment-là. Ce qui est jugé crédible par Florence de Changy, c'est que c'est un témoin qui travaillait à ce moment-là dans le domaine de l'aéronautique, qui avait travaillé dans la Royal Canadian Air Force, on ne sait pas trop pourquoi, et ensuite également comme technicien électrique chez Bombardier. Donc c'est un témoin qui est fiable pour Florence de Changy, et qu'elle aurait rencontré à Bangkok en 2018, avec un autre correspondant du Monde qui s'appelle Bruno Philippe. Donc, cette personne a contacté Florence de Changy en 2015. Ce qu'il affirme, c'est que le 8 mars, donc moins de 24 heures après la disparition de l'avion, il regardait la télévision dans son appartement à Bangkok, tout en chattant sur un site de voyage canadien qui s'appelle Voyage Forum, dont il était membre. Et il est tombé à la télé vietnamienne sur des images du MH370, ce qu'il affirme être le MH370. Alors il est formel, j'ai pu échanger avec lui, il est catégorique sur ce qu'il a vu. Il s'agissait des débris du MH370 et des images d'un avion de recherche au décollage. Voilà ce qu'il dit. Mais le clou de ce qu'il affirme, c'est un fuselage d'avion à demi émergé, échoué sur une côte, qui serait une côte vietnamienne. Il est catégorique sur la dérive, qui dépassait de la surface et qui arborait le logo de la Malaysian Airlines. Il affirme également que 2 hommes tenaient une des boîtes noires dans une espèce de boîte transparente remplie d'eau. Et après vérification auprès d'un chasseur d'épave qui s'appelle Paul-Henri Narjolet, Florence de Changy découvre que c'est justement de cette façon que l'on récupère les boîtes noires en mer. Alors, Christian Courcelles affirme également que des débris sont récupérés par un navire de pêcheurs, qui n'est pas un navire militaire, sous la surveillance d'un navire militaire, d'un militaire haut gradé vietnamien. Okay. L'eau était claire, le soleil brillait. Il aurait vérifié si un autre avion de la Malaysian Airlines s'était écrasé en mer par le passé et en a ensuite conclu que ce qu'il avait vu pouvait donc être le MH370. Il aurait alors posté un message sur le forum de voyage en disant qu'il l'avait trouvé et on se serait moqué de lui. Il a ensuite recherché des éléments sur un éventuel amérissage en mer de Chine. Pour lui, les traînées d'hydrocarbures attestent d'un amérissage et il se dit même prêt à passer au détecteur de mensonges pour prouver ce qu'il dit. Alors, il est convaincu de ce qu'il a vu, mais surtout que l'avion a été victime d'un acte criminel et que s'en est suivi une dissimulation à grande échelle avec la complicité du Vietnam. Alors, Florence de Changy a tenté de retrouver ces images dans les archives de la télé vietnamienne, mais sans succès, laissant entendre qu'elles auraient été détruites. Il n'en fallait pas plus pour qu'elle se convainque qu'elle était dans la bonne direction et qu'une opération de nettoyage avait bien eu lieu. Manquant d'éléments suffisamment probants dans un premier temps pour crédibiliser son témoignage auprès du public, elle estime aujourd'hui en avoir rassemblé suffisamment pour pouvoir le citer. L'échec des recherches dans l'océan Indien et l'absence de preuves du demi-tour achèvent de la convaincre. Comme quoi, ce serait une dissimulation. Il ignore pourtant beaucoup de faits techniques. Donc, comme j'ai dit, j'ai eu l'occasion de m'entretenir avec Christian Courcelles par Facebook en janvier 2022. Il m'a tenu exactement le même discours que celui qu'il a relaté à Florence de Changy. Et bien, comme vous allez voir, il y a pas mal de choses qui me laissent assez dubitatif sur ce qu'il peut dire. Tout d'abord, les images de la télé vietnamienne. Alors, on est visiblement à moins de 24 heures de la disparition de l'avion, avec un avion échoué près des côtes, d'après les images qu'il dit avoir vues, mais rien ne permet de dire où cela se passe. Des images d'un avion à demi émergé, ça rappelle pourtant un accident qui a eu lieu le 13 avril 2013, soit 11 mois avant la disparition du MH370. Mais là, c'était en Indonésie, donc on peut dire c'est un peu dans la région, c'est pas très loin.
C'était un Boeing 737 de la compagnie Lion Air qui avait fait une sortie de piste. Lors d'un orage, la piste était complètement inondée. Il a fini en bout de piste dans l'eau. Voilà. Et quand on regarde l'image, elle correspond quand même assez étonnamment à ce que Christian Courcelles nous décrit. Se pourrait-il que la télé vietnamienne ait diffusé des images d'un accident dont ils avaient pu parler 11 mois plus tôt, parce qu'ils disposaient d'images pour illustrer le thème d'un accident aérien? Ça n'est pas à exclure. Alors pourquoi Florence de Changy n'a-t-elle pas vérifié les accidents qui ont eu lieu par le passé? Elle serait tombée, comme moi, sur des photos similaires, comme ce que prétend Christian Courcelles. Selon le témoin, la dérive dépassait de la surface de l'eau, et il affirme qu'il s'agissait du logo de la Malaysian Airlines. Quand on compare les deux logos des compagnies en question, se pourrait-il qu'il ait confondu? Ça n'est pas à exclure. Mais une dérive qui dépasse de la surface correspond à bon nombre d'images du Lion Air que l'on a justement dans le cas du crash où il est sorti de la piste. Pour ce qui est des boîtes noires, il y a plusieurs accidents dans cette région à l'époque, et notamment le vol AirAsia 8501, le 28 décembre 2014. Donc quelques mois après la disparition du MH370. Et on a des images justement des boîtes noires dans une boîte transparente. Alors, ce ne sont pas des images de ce genre qui manquent sur Internet. En effet, c'est la façon utilisée pour conserver les boîtes noires en attendant de les ouvrir quand on les récupère d'un milieu marin. Parce que lorsque l'eau de mer sèche à l'air libre, le sel peut corroder et abîmer le métal et s'immiscer à l'intérieur de la boîte noire au point de ronger les puces dans lesquelles sont stockées les données. Donc afin d'éviter que les données soient irrémédiablement perdues, on plonge les boîtes noires dans de l'eau douce pour empêcher la corrosion tout en diluant également le taux de sel. Rien d'étonnant à ce qui est observé par Christian Courcelles ici. Ça ne prouve en aucun cas qu'il s'agissait des boîtes noires du MH370, comme il semble convaincu de l'avoir vu, ou comme semble s'en être convaincu Florence de Changy. Les traînées d'hydrocarbures qui ont été évoquées dans les premiers jours de la disparition, qui pour lui prouvent un amérissage. Là encore, ça ne prouve rien. D'une part parce que le kérosène ne laisse pas de nappe de surface, mais il se dilue relativement vite. Et en plus, pourquoi il n'y a pas de débris qui accompagnent ces nappes? Moins de 24 heures après l'accident, les débris ne sont pas encore totalement dispersés, ils sont quand même assez concentrés. Mais surtout, si l'avion s'est écrasé sur la côte, pourquoi parler de traînées d'hydrocarbures en pleine mer? On n'est plus du tout à la même localisation alors. Si cet avion s'est réellement abîmé sur une côte, on devrait avoir des centaines de témoins. Impossible de faire taire autant de personnes. Les passagers auraient été secourus. Et on n'a aucun témoignage en ce sens. Donc ça ne tient pas la route. S'il y avait eu un nettoyage, comme l'affirme Christian Courcelles, puisque c'est ce qu'il est convaincu aussi, cela aurait nécessité des centaines, pour ne pas dire des milliers de personnes. Là encore, ça ne passe pas inaperçu. De plus, la région de la mer de Chine, c'est une région qui est extrêmement fréquentée, avec de nombreux pêcheurs qui naviguent dans ces eaux. Donc ça ne serait pas passé inaperçu. Pour ce qu'il dit de son détecteur de mensonges, pour appuyer ses dires, il est prêt à passer au détecteur de mensonges, comme si cet outil prouverait qu'il a bien vu des images du MH370. Or, il faut bien comprendre comment fonctionne un détecteur de mensonges. Il va seulement indiquer si la personne est convaincante ou convaincue de ce qu'elle dit. En l'occurrence, le témoin étant certain de ce qu'il a vu, que va faire le détecteur de mensonges? Il dira que la personne dit la vérité. Forcément, elle est convaincue. Donc ça ne prouverait rien en soi. Après, pour ce qui est de l'absence des images, Christian Courcelles serait le seul à avoir vu ces images. Alors, Florence de Changy n'a pas réussi à les retrouver, mais est-ce que cela prouve quoi que ce soit? Absolument pas. Quelle crédibilité accorder à ce témoignage alors? Il faut peut-être regarder le témoin d'un peu plus près. Le fait qu'il ait travaillé dans l'aéronautique fait-il de lui un témoin plus crédible que les autres? Je suis très loin d'être convaincu après avoir discuté avec lui. Donc j'ai pu jauger un peu son expérience technique et ses connaissances me sont parues relativement limitées. Voilà. D'autant qu'on a affaire à un personnage qui est hautement complotiste, qui m'a parlé du 11 septembre, les Américains. Je ne dis pas que les Américains sont des enfants de cœur, mais bon. Il m'avait parlé notamment d'un débris, qui est parfois évoqué également, on va parler justement de ça ici, qui est un débris qui avait été retrouvé justement en mer de Chine. Donc ce débris que vous voyez en image ici a été retrouvé en Thaïlande le 24 janvier 2016. Donc
presque 2 ans après la disparition de l'avion. Et donc, il est allé sur ce terrain en parlant de ce débris, que c'était un débris de l'avion et que c'était justement une partie du capot du moteur du Boeing 777. Alors, j'étais d'abord assez surpris qu'il me parle de ce débris-là. Donc, sachant qu'en plus, ce débris a été parfaitement identifié, non pas par les officiels, parce que la Malaisie n'a jamais parlé de ce débris, et pour cause, il ne provient pas d'un Boeing 777. Il a été identifié par des passionnés d'astronautique qui avaient identifié ce panneau comme appartenant à une fusée H-2 japonaise. Et là-dessus, je peux vous assurer que les images qui ont été transmises par cette communauté de passionnés permettent d'identifier sans la moindre ambiguïté cette pièce. On sait même exactement de quelle partie précise elle provient sur la fusée. Voilà. Mais le deuxième point, et c'est là que ça va être intéressant pour pouvoir juger de la crédibilité de ce témoin, c'est qu'il me soutenait, donc c'était vraiment une pièce de l'avion. J'ai beau essayer de lui mettre des détails sous le nez pour qu'il comprenne que ça ne pouvait pas être le cas. Le premier détail, c'est quand on regarde justement les boulons apparents sur la structure. Sur un avion, ce sont des rivets qui sont arrondis, comme vous pouvez le voir en image, pour limiter au maximum la traînée, justement. Des boulons de ce genre occasionneraient une surconsommation avec de la traînée. Ça n'est donc pas du tout une pièce qu'on peut voir sur un avion, ça c'est évident. Pourtant, Christian Courcelles affirmait avoir travaillé dans le domaine électrique aéronautique. Et sur ce point, il y a encore un élément qui me fait vraiment douter de ses compétences, c'est quand il me parle que le câble qui est apparent sur cette pièce, sur l'image que l'on voit ici, est bien un câble aéronautique. Soyons sérieux, quand on voit les attaches et tout ça, c'est pas du tout... ça correspond pas du tout à un câblage aéronautique où vous avez déjà davantage de fils qui sont déjà beaucoup plus attachés pour éviter qu'ils subissent des vibrations. Là, ce qu'on voit, c'est que les accroches sont très sommaires et pour cause, quand vous utilisez une fusée, vous utilisez en fait une pièce qui est du consommable. Elle va être tirée une seule fois, donc vous faites pas attention à ce que les câbles soient extrêmement bien gainés pour éviter des vibrations. C'est clairement ce que l'on voit sur la pièce ici. Donc, le câble n'est pas du tout de conception aéronautique. Voilà. Donc, pourtant, c'est censé être son domaine d'expertise et il refuse même de voir les choses en face, quoi. Enfin, j'ai vraiment le sentiment d'en savoir plus que lui dans ce domaine alors que c'est pourtant pas mon domaine de compétence. Pour en revenir sur ce qu'il dit que c'est un capot de moteur de Boeing 777, j'ai bien fait remarquer que la courbure de cette pièce ne correspondait pas du tout avec ce que l'on observait sur cette pièce, en plus des boulons. Voilà. Il a aussi changé d'avis derrière en me disant « non, c'est une trappe de train ». Donc une trappe de train d'atterrissage. Là, j'ai dégainé le manuel de vol du Boeing 777, le manuel de maintenance, où on a les pièces qui sont dessinées. Je lui ai montré les trappes en question, je lui ai montré qu'à l'intérieur de ces trappes, il y avait justement des parties que l'on n'observait pas sur la partie interne de la pièce qui était retrouvée. Donc là encore, ça ne pouvait pas correspondre. Là-dessus, il continuait à clamer que c'était bien une pièce du MH370. Bref, j'ai bien compris que je n'allais jamais réussir à le convaincre. Mais ce qui m'a aussi marqué sur ce personnage, c'est cette détermination qu'il mettait à mettre en doute systématiquement toutes les données de cette affaire, et particulièrement celles provenant de l'enquête officielle. Pour lui, les États-Unis sont responsables et s'est lancé dans une diatribe assez virulente à l'égard des États-Unis, considérant que c'était le mal de la planète. Bref, on est parti très loin dans la discussion qu'on a eue, c'était assez fantastique. Alors je peux être d'accord que les États-Unis sont loin d'être des enfants de cœur sur pas mal de choses, mais là ça partait vraiment dans le pathologique, quoi. C'était vraiment grave, quoi. Donc vous voyez qu'un témoignage ne doit pas toujours être pris pour argent comptant. Non seulement il faut essayer de le confirmer par d'autres témoins ou témoignages, mais aussi des preuves, mais il est parfois intéressant de s'intéresser au témoin lui-même. Dans de nombreux accidents, des enquêteurs ont été parfois confrontés à des décalages entre les témoignages et les faits. Raison pour laquelle ils sont toujours prudents dans leur prise en compte. Je vous prends l'exemple de l'accident du Concorde à Roissy-Charles de Gaulle. Il y avait un témoignage qui disait que l'avion avait pris feu avant en fait la position où se trouvait la pièce qui a occasionné l'accident. Et ça a posé pas mal de questions aux enquêteurs de savoir est-ce que ce témoignage était cohérent ou pas.
parce que les traces des flammes n'étaient pas apparues avant que la pièce soit rencontrée. Donc, vous voyez qu'il faut toujours essayer de faire concorder les faits avec les témoignages. Et qu'est-ce qu'on prend le plus en compte? Les faits ou le témoignage? J'ai envie de dire les faits. Un témoignage, il doit être confirmé par des faits. C'est ça la différence. Alors pourquoi on a Florence de Changy qui a fait le choix d'inclure ce témoignage dans son ouvrage ou d'en parler même régulièrement dans les médias? Parce que cela focalise encore l'attention sur la mer de Chine et ça vient donner une rumeur supplémentaire à sa théorie. Pourtant, ce témoignage n'apporte rien et est même incohérent avec ce qu'elle affirme s'être déroulé, puisque pour elle, le crash s'est passé bien plus loin, bien plus au nord du Vietnam, et pas du tout sur une côte. Bref, la discussion que j'ai eue avec ce Christian Courcelles sur le débris de la fusée m'a au moins permis de juger de sa crédibilité. Autre élément régulièrement utilisé pour dire que cet avion n'a jamais fait demi-tour, c'est le fait que les Malaisiens auraient caché le demi-tour de l'avion pendant 5 jours, voire une semaine, ce qui est dit parfois dans certains cas. Et là, c'est quand même plus inquiétant, puisque c'est une affirmation qui vient régulièrement de Ghislain Wattrelos, qui a quand même perdu plusieurs membres de sa famille à bord. Et il ne cesse de le répéter dans les médias, ce qui est régulièrement repris également par Florence de Changy, mais pas seulement. Christian Courcelles m'a plusieurs fois sorti ça en disant qu'ils avaient caché le demi-tour pour attirer l'attention ailleurs. Bref, on est dans le complot à fond. Mais en fait, cet élément, il est totalement faux. Et ça, je ne cesse de le répéter, de l'expliquer. Ça n'est pas vrai que les Malaisiens ont attendu 5 jours pour parler de ce demi-tour. Dès le 2e jour, vous avez cette image de la conférence de presse qui est donnée, où on a clairement les autorités qui parlent d'un turn back. He said he looked into the recording on the radar that we have, and we realized that there is a possibility the aircraft did make a turn back. Turn back means deviating from the flight path and coming back, reciprocal heading. So that is the possibility. Now, at this stage and juncture, ladies and gentlemen, we are still trying to collaborate with the Civil Radar, with the other international agencies, and with this collaboration, probably we'll get a better picture into this. Et donc, ce turn back, c'est bien le demi-tour. Ils parlent bien de données radar. Ce qu'ils disent clairement, c'est qu'ils ne sont pas en mesure d'être certains qu'il s'agit bien du MH370 à ce moment. Ce qui est logique. En tant que contrôleur aérien, je me mets à leur place. On n'a plus de transpondeur. On ne peut pas affirmer à 100% à ce moment-là, surtout dans les premières heures de la disparition, les premiers jours, qu'il s'agissait bien du MH370. Ça demande des informations et des vérifications complémentaires sur les radars. Donc, au contraire, sur ce point, moi j'ai trouvé les autorités malaisiennes extrêmement prudentes et parfaitement transparentes là-dessus, il faut le dire, parce qu'ils ne l'ont pas caché, ils l'ont dit dès le 2e jour. Dès le 3e jour, vous avez encore une autre conférence de presse où on va vous parler également des moyens qui sont déployés en mer de Chine, mais également dans le détroit de Malacca, de l'autre côté de la Malaisie. Donc là aussi, on vous parle bien qu'il y a un demi-tour possible. Et vous avez même cette image où on voit les zones de recherche actuelles de la Malaisie et on voit quoi? Que les autorités, elles cherchent clairement des deux côtés de la Malaisie. Et ça, c'est ce qui a été montré aux journalistes dans la conférence de presse publique. Donc, on ne me fera pas dire que les journalistes n'étaient pas au courant. Donc, quand j'entends Florence de Changy ou Ghislain Wattrelos dire que les autorités malaisiennes ont caché ce demi-tour pendant 5 jours, je ne peux pas être d'accord. Je ne peux pas être d'accord parce que les preuves, et là je parle de preuves, montrent que ça n'est pas le cas. Donc, je peux comprendre Ghislain Wattrelos qu'il ait une vision un peu biaisée des premiers jours de ce qui s'est passé. Je peux comprendre, vu l'affect que ça peut représenter. Mais c'est pas faute de lui avoir mis ses conférences de presse sous le nez pour lui prouver que ce qu'il disait n'était pas exact. Quant à Florence de Changy, là je trouve ça beaucoup plus inquiétant parce qu'une journaliste est censée vérifier ce qu'elle dit. Donc elle est arrivée au 5e jour de la disparition. Qu'est-ce qui s'est passé au 5e jour de la disparition? Eh bien en fait vous aviez les autorités qui jusqu'à présent étaient un peu focalisées sur les 2 Iraniens avec des faux passeports et les journalistes aussi. Et au 4e jour, on a l'Interpol qui a donné une conférence de presse où ils ont clairement identifié ces 2 Iraniens et ils ont prouvé que dans leur enquête
que ces personnes-là n'étaient pas affiliées à des groupes terroristes. Donc la piste terroriste des 2 Iraniens s'est dégonflée au 4e jour. Résultat, au 5e jour où Florence de Changy arrive en Malaisie pour couvrir le sujet, et donc le jour où on l'entend pour la première fois dans les conférences de presse, puisqu'elle pose une question, eh bien, elle arrive dans une ambiance où certains journalistes découvrent que les Malaisiens cherchent également à l'ouest de la Malaisie. Et donc, certains journalistes s'en étonnent. Et Florence de Changy est restée là-dessus. Et ce que je déplore, c'est que si elle avait fait un travail d'enquête sérieux, elle aurait remarqué que dans les jours précédents, si elle avait regardé les conférences de presse, eh bien, les autorités en ont parlé clairement et sans la moindre ambiguïté. Donc, cette histoire des autorités qui ont caché le demi-tour, j'ai envie de dire, mais il faut arrêter avec ça. Il faut arrêter avec ça, ça n'a plus lieu d'être. D'accord ? Vous voulez les preuves ? Les conférences de presse, je les ai sur ma chaîne YouTube. Vous pouvez aller vous y référer. Je les ai mis jour après jour. Donc, vous pouvez aller voir les conférences de presse qui ont été faites jour après jour et vous rendre compte qu'ils en ont parlé dès le 2e jour. Et ils en ont parlé ensuite tous les jours pour dire les moyens qu'ils envoyaient dans le secteur. Autre élément, cette fois un peu plus technique, qui est également rapporté par Florence de Changy dans son livre, c'est le fait qu'il y ait un écart de 30 secondes entre la dernière position radar du MH370 sur les radars malaisiens et la position radar de l'avion sur les radars vietnamiens. Ce qu'elle affirme, c'est que les Vietnamiens ont été en mesure de suivre l'avion 30 secondes de plus que les Malaisiens. Et donc, si les Vietnamiens ont été capables de suivre l'avion 30 secondes de plus, ça voudrait dire que pour elle, les Malaisiens ont menti, que l'avion a continué à voler en direction du Vietnam. C'est pas du tout le cas. C'est pas du tout en fait ça. Là-dessus, il y a un travail sur le traitement radar qui doit être fait pour comprendre tout ça. Dans cette zone, vous avez plusieurs radars plusieurs radars malaisiens, qui observent la zone. Ce qui veut dire qu'ils vont s'en rendre compte beaucoup plus rapidement que les Vietnamiens, puisque les Vietnamiens n'ont qu'un seul radar qui peut observer ce secteur. Et donc, le système de traitement radar fonctionne comment ? Dès l'instant où le radar ne voit pas l'objet, il va faire une prédiction, une projection de la position estimée de l'avion en fonction de sa vitesse et du dernier cap qu'avait l'avion. Et il va positionner l'avion sur l'estimation qu'il va en faire. Et il va faire ça pendant 3-4 tours d'antenne avant de se rendre compte qu'au bout de 3-4 tours d'antenne, comme il n'a vraiment toujours rien, il va supprimer la piste radar des écrans. Ce qui veut dire que vous avez les Malaisiens qui vont s'en rendre compte plus tôt, parce qu'ils ont plusieurs radars qui observent le secteur. Donc vous avez toujours un radar qui va voir à peu près toutes les 3 ou 4 secondes et qui va se rendre compte plus vite que le système de radar vietnamien que l'avion n'est plus, le transpondeur en fait est coupé à cet endroit-là. Et donc il n'y a plus de piste et que la piste au bout d'un moment, elle va être supprimée. Donc le système malaisien va mettre environ une douzaine de secondes pour se rendre compte de ça et supprimer la piste. Alors que le système vietnamien, si vous avez un radar qui tourne toutes les 10 secondes, il va mettre 40 secondes pour s'en rendre compte. Et si vous faites 40 secondes moins 12 secondes, vous arrivez à 28 secondes. On est étonnamment proche des 30 secondes que dit Florence de Changy. Donc, en fait, ce qu'elle explique là, ça n'est pas du tout ce qu'elle dit. C'est tout simplement du traitement radar qui montre que, en fait, il y a moins de radars côté vietnamien que côté malaisien et donc le système malaisien va entretenir la piste moins longtemps et la supprimer avant le système vietnamien. C'est juste du traitement radar, tout simplement. Dernier argument évoqué ici, la piste d'un brouillage radar pour expliquer la disparition du MH370 des radars. J'y ai déjà consacré une vidéo complète pour expliquer que ça ne peut pas marcher ainsi. La disparition du MH370 des radars et de Flight Radar est due à la coupure du transpondeur. Rien de surprenant à cela, d'autant que l'on dispose d'un indice montrant que celui-ci a été mis volontairement sur la position stand-by depuis le cockpit. En effet, quelques microsecondes avant qu'il ne cesse d'émettre, le transpondeur a envoyé une position sans altitude. Et bizarrement, il s'agit d'une position intermédiaire du bouton quand on le bascule sur stand-by. Donc, quelqu'un a manipulé ce bouton pour faire en sorte que l'avion n'envoie plus sa position au radar secondaire ni via la DSB de Flight Radar. Appelez cela comme vous voulez, moi j'appelle ça un acte volontaire fait en pleine conscience des conséquences que ça allait occasionner. Ça n'est pas du brouillage, mais Florence de Changy y voit
du brouillage dans le secteur parce que d'autres avions disparaissaient de flight radar au même moment. Là encore, c'est une énorme erreur d'interprétation. Les avions qui disparaissent sont en fait dans une zone non couverte par les récepteurs ADS-B, situés sur la terre ferme. Comme aucun récepteur ne les détecte, ce qui est le cas loin des côtes, et ça concerne justement ces avions qui disparaissent, eh bien Flight Radar les supprime, tout simplement. Mais le plus évident est que si on avait eu du brouillage, il aurait fallu brouiller tous les radars de la région. Les perturbations auraient été telles que cela ne serait pas passé inaperçu. Et étonnamment, il n'y a jamais eu le moindre élément en ce sens. Et le MH370 aurait d'ailleurs continué sa route vers la Chine en traversant le Vietnam sans être vu par un seul radar. Une telle incohérence, ça ne la choque pas. Bien sûr, elle ne mentionne absolument pas cela, car cela serait tellement gros que certains douteraient de sa théorie. Et pourtant, c'est ce que sa théorie laisse entendre, mais sans qu'elle ne le dise. Tout cela montre que la journaliste a des connaissances erronées dans ce domaine, qui est le domaine de la guerre électronique. Ça ne fonctionne pas du tout comme cela, mais c'est tellement convaincant pour le public. Si vous désirez approfondir le sujet, j'y ai d'ailleurs consacré une vidéo complète sur ma chaîne. En conclusion, quand vous écoutez les arguments des détracteurs du demi-tour, vous avez l'impression qu'ils disposent de nombreux arguments. Témoignages, écart de perte de détection radar, débris, etc. Tout est fait pour instiller le doute. Et il faut reconnaître que c'est souvent habilement présenté pour vous convaincre. Au premier abord, pour le public lambda, cela semble cohérent, surtout quand on vous sert une bonne dose de suspicion sur les autorités et tout ce qu'elles auraient pu dire ou ne pas dire. C'est tellement plus facile de déformer les faits quand on veut convaincre de sa théorie. Mais moi, je ne marche pas. Tout cela repose sur un raisonnement simpliste. Alors, je rappelle la définition du mot simpliste, qui simplifie abusivement la réalité et en donne une représentation plus ou moins erronée. Et c'est clairement le cas, comme vous avez pu vous en rendre compte dans cette vidéo. Pourtant, la majorité de ce travail de vérification et d'analyse est accessible à tout le monde. Hormis peut-être les explications de traitement radar qui nécessitent d'être un peu du milieu pour savoir. Un journaliste ne doit pas seulement relayer des témoignages ou des informations. Il doit avoir un esprit d'analyse et un esprit critique basé sur des faits. Mais quand on a une théorie en tête, on est parfois tenté de tordre la vérité pour la faire correspondre à la vision qu'on en a. C'est ce que l'on appelle le biais de confirmation, un mécanisme cognitif qui consiste à privilégier les informations confirmant ses idées préconçues ou ses hypothèses, ou à accorder moins de poids aux hypothèses et informations jouant en défaveur de ses conceptions, ce qui se traduit par une réticence à changer d'avis. Et elle est bien là la dérive dans le cas du MH370. Ces personnes refusent de reconnaître qu'elles se trompent, même quand on leur présente des preuves prouvant le contraire de leur dire. C'est pourquoi ce travail d'analyse simple que je vous présente ici doit prévaloir, car c'est le seul moyen d'obtenir une vision objective et sérieuse. Ces personnes qui refusent de voir la réalité du demi-tour du MH370, qu'ont-ils à opposer aux éléments qui attestent de ce demi-tour ? Le tracé radar au-dessus de la Malaisie serait une invention des Malaisiens. Facile quand on affirme avec mauvaise foi que les autorités ont caché ce demi-tour pendant 5 jours. J'espère que je vous ai convaincu que cela était une déformation des faits en vous montrant ce qui a été affirmé dès le 2e jour en conférence de presse. Pour avoir regardé de plus près ces données radar, notamment avec Jean-Luc Marchand, je peux vous affirmer que ces données sont tellement complexes que ça ne peut pas être une invention. Sinon, la trajectoire aurait été trop parfaite et on ne remarquerait pas des imprécisions dans ces données. Mais encore faut-il avoir un minimum de connaissances dans ce domaine pour s'en rendre compte et faire au moins l'effort d'essayer de les comprendre. Le téléphone portable du copilote, c'est évident, c'est une invention encore, mais bien sûr. Un téléphone ne peut laisser une trace sur les serveurs d'un opérateur téléphonique que s'il est bien passé par une antenne. Donc l'avion était forcément au-dessus de Penang et l'heure correspond parfaitement à la position radar de l'avion à ce moment-là. Moi j'appelle ça une confirmation, mais aussi une preuve. La dernière position radar qui concorde avec la portée maximale du radar en question. Que des radars voisins n'aient pas vu l'avion n'invalide pas le fait que l'avion est bien passé par là. Qu'est-ce qui me permet de dire cela ? Bien la reconnexion du SATCOM à 2h25. Cette reconnexion nous donne un BTO qui définit un arc que vous voyez ici sur lequel se trouve forcément l'avion au moment de la connexion. C'est une certitude.
Et quand on regarde la position de cet arc par rapport à la dernière position radar du MH370 à 2h22, soit seulement 3 minutes plus tôt, il est évident que ça concorde. Là encore, j'appelle cela une confirmation et une preuve. Certains pourront toujours dire que ces données Inmarsat sont fausses, qu'elles ont été fabriquées. En fait, ils ne font que refuser de croire l'évidence qui est sous leurs yeux. Autre élément, la tentative d'appel via le téléphone satellite à bord de l'avion. Alors on a une position qui est approximative parce qu'on n'avait pas de BTO, on avait juste un BFO, mais on sait que l'avion il est à peu près dans cette zone-là. Là encore, on met en doute ces données-là alors que les données montrent que la connexion a été établie entre le satellite et l'avion, donc le téléphone a bien sonné dans le cockpit, mais personne n'a répondu. Mais la connexion a été établie, ça aussi c'est une preuve. Dire que tout a été fabriqué est le meilleur moyen de fermer les yeux sur ce qui ne leur convient pas. C'est pourquoi ce travail de débunkage est nécessaire, afin de déconstruire l'argumentaire simpliste qui s'est répandu ces dernières années, notamment grâce au concours scandaleux de Netflix, qui a donné une plus grande visibilité à ces théories simplistes. Je sais qu'il y en aura toujours que je ne réussirai pas à convaincre, mais déjà, si j'arrive à vous faire prendre conscience que ces théories ont du plomb dans l'aile, ce sera déjà un début de victoire. Merci pour votre attention et je vous dis à très bientôt.